Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Ce mois-ci, on se retrouve pour un tout nouvel épisode et cette fois un épisode solo. J'avais pas mal de choses à vous raconter, je me suis souvenue de pas mal d'événements paranormaux que j'ai vécus par le passé avec une de mes plus chères amies. On se connaît depuis plus de 15 ans, on s'est rencontrés en deuxième année d'école d'art et elle s'appelle Julie. On s'est reparlé de certaines anecdotes récemment et je me suis dit que c'était le timing parfait pour vous raconter les dingueries absolues en fait qu'on a vécues ensemble. Pour vous remettre un petit peu de contexte, avec Julie, on s'est rencontrés du coup en deuxième année d'école d'art, comme je vous le disais, et ça a été une rencontre, une drôle de rencontre, très honnêtement. Personnellement, à l'âge de 17 ans, j'ai vécu ce qu'on rêve un petit peu tous de vivre, une sorte de coup de foudre avec mon premier amour, comme on voit dans les films. Quelque chose où vraiment on se voit pour la première fois, on ne se connaît pas, et on ressent un truc hyper fort. Et ben je peux pas dire que ça a été un coup de foudre forcément réciproque avec Julie, mais une chose est sûre, c'est quand je l'ai vue, on était le premier jour de la rentrée en deuxième année, et quand je l'ai vue, je savais qu'on allait être des personnes extrêmement importantes dans la vie l'une de l'autre. Je ne l'avais jamais vue auparavant, je ne la connaissais pas, je ne la fréquentais pas, mais vraiment j'ai eu ce ressenti hyper fort. Et d'ailleurs, chose hyper bizarre que j'ai faite, en tant que personne assez timide, surtout à cette époque-là, j'ai foncé dans sa direction. On était, je crois, à la pause du lunch. Je suis allée la voir et je lui ai dit: Salut, moi c'est Diane et tu le sais pas encore, mais on va être inséparables. Hyper bizarre comme phrase d'accroche, on s'entend, genre, qui fait ça? Et j'ai pas réfléchi une seconde en fait. Vraiment, j'étais comme aimantée à cette nana. Et elle a eu cette phrase incroyable où elle m'a dit: Eh bien super, moi c'est Julie. Et à partir de ce moment précis, on est vraiment devenus inséparables. C'est-à-dire que on faisait tellement de choses ensemble que j'habitais quasiment chez elle à une période. On allait en cours ensemble, on séchait ensemble, on travaillait sur certains projets artistiques ensemble. On était vraiment les inséparables et je crois d'ailleurs que c'est comme ça que certains profs nous ont nommés. Donc vraiment une personne qui a compté et qui compte énormément encore aujourd'hui, évidemment. Et j'aurais adoré faire cet épisode avec elle. Malheureusement, on ne vit pas sur le même continent. Je suis pas super à l'aise à l'idée de faire des podcasts avec des gens qui sont à distance. J'aime vraiment l'idée de vivre le moment avec la personne en présentiel. Bon, je sais bien qu'en vivant en Amérique du Nord et avec d'autres personnes qui sont en France, ça va être compliqué, mais bref. J'espère un jour qu'on aura l'occasion de faire un épisode toutes les deux en présentiel pour raconter certaines anecdotes, mais en attendant, je vais vous les raconter solo, parce que Dieu sait qu'on en a vécu des moments, des événements vraiment lunaires, plus lunaires en fait les uns que les autres. Tout a commencé les premiers temps où elle m'a fait découvrir où elle habitait. Donc pour vous donner une idée, les gens qui viennent de Lyon, vous allez savoir de quoi je parle. Pour les autres, sachez que Julie, elle habitait sur un emplacement extrêmement célèbre à Lyon, puisque Julie habitait sur la place Antonin-Poncet, qui est littéralement une place qui est collée à la place Bellecour, qui est la célèbre place de Lyon, qui est immense avec la statue au milieu, si vous avez déjà vu des photos. Donc elle habitait vraiment un endroit ultra central, et elle habitait dans un immeuble où il y avait, je crois, l'ambassade des Philippines, enfin bref, il y avait plein de... C'était un très bel immeuble. Et ce qui était drôle dans cet immeuble, c'est que elle habitait sous les espèces de combles. Enfin, le dernier étage était comme une sorte de comble qui avait été aménagé sous les toits. Et en fait, ce qui était super bizarre, c'est que tout, mais vraiment tout l'immeuble avait été retapé, sauf le dernier étage. Enfin, il y avait des appartes évidemment, donc oui, ça avait été retapé, mais par contre, les couloirs avaient été gardés tels quels. Mais vraiment, quand je vous dis tel quel, c'est-à-dire que, imaginez un appart style, on va dire style haussmannien. Et en fait, ouais, le dernier étage, c'était vraiment un truc du style, on avait encore les pavés. Vraiment, imaginez-vous les pavés dans la rue qui jonchaient le sol du dernier étage. Vraiment, donc, c'est-à-dire que super immeuble et dernier étage, donc avec plein d'appart, hein. Le sol, c'est des pavés. Et il y avait certaines portes, pas très hautes, extrêmement larges, super bizarre encore une fois. Julie, elle avait pas une porte comme ça, mais pour atteindre en fait l'appartement de Julie, il fallait traverser une succession de couloirs. Mon angoisse, mais vraiment mon angoisse. Une succession de couloirs du coup avec ces pavés au sol et plein de portes ultra cheloues.
Et au milieu de plusieurs couloirs, au milieu du trajet pour aller jusqu'à l'appartement de Julie, il y avait une sorte de mini place, on va dire ça comme ça, vide. Et là, il y avait des escaliers qui montaient. Julie, un jour, elle m'a dit, viens, on va voir ce qu'il y a en haut des escaliers. Jamais, jamais, jamais j'ai voulu monter ces escaliers. Elle a voulu y aller. J'ai entreaperçu des trucs de loin et j'ai dit, moi, jamais de la vie je monte. Donc je ne suis jamais montée. Bref, donc ça, c'était vraiment une très 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 drôle d'ambiance pour atteindre son appart. Donc comme je vous disais, une espèce de succession de couloirs. Je faisais vraiment des angoisses. Quand je traversais avec elle, ça allait à peu près, mais quand je savais que je devais la rejoindre et qu'elle était déjà sur place, franchement c'était panique à bord. Et je me souviens très bien qu'une fois, il y a eu une panne d'électricité quand j'étais dans les couloirs. Et à l'époque, on s'entend, il y a 15 ans, on n'avait pas la petite lampe de poche de l'iPhone. Clairement, ça n'existait pas sur les téléphones. J'ai paniqué, j'ai appelé mon père juste pour ne pas avoir ce sentiment d'être observée et d'être toute seule au milieu de ces pavés. Enfin bref, c'était ultra chelou. Comment vous dire que on était super amis, mais on s'entend encore une fois que c'est assez compliqué de raconter les événements paranormaux à des gens où on ne sait pas encore comment ils vont réagir. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée de comment Julie se positionnait par rapport à tout ça. Est-ce qu'elle avait déjà vécu des événements paranormaux? Est-ce qu'elle y croyait? Est-ce qu'elle y croyait pas? Est-ce qu'elle allait me juger ou pas? Même si on était bonnes amies, par expérience, je sais que quand on n'y croit pas, on n'y croit pas. C'est bien correct, chacun ses croyances. Mais moi, comme ça faisait vraiment partie intégrante de ma vie, c'était compliqué de pas du tout en parler. Et j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas envie de lui en parler. J'espérais vraiment de tout cœur que il allait rien se passer et qu'on n'aurait jamais besoin d'en parler. Vous imaginez bien, après tous les épisodes, que ce sont des choses qu'on ne contrôle pas, qui font plus ou moins partie intégrante de nos vies et du coup qui s'imposent à nous. C'est pas quelque chose, surtout pas à l'époque en tout cas, que j'étais en capacité de maîtriser, c'est quelque chose qui me terrorisait plus qu'autre chose. Et je commençais seulement à sortir de cette espèce de pic où, pendant tout mon collège et tout mon lycée, les événements paranormaux s'intensifiaient en termes énergétiques, en termes de ressenti, en termes de quantité. Et en rentrant à l'université, je commençais à sentir que ça avait tendance à s'apaiser, ou du moins j'avais bon espoir que ça allait s'apaiser. Bon, spoiler alerte, pas vraiment. Je pense que je commençais vraiment à y être plus ou moins habituée, et du coup peut-être à moins y prêter attention, ou en tout cas à minimiser ce que je vivais, parce que ça commençait à être un peu l'eau du quotidien finalement. Et donc la première fois qu'il s'est passé quelque chose, c'était, alors elle avait une vieille télé. Alors je sais pas quel âge vous avez au moment où vous écoutez ce podcast, mais avant les écrans plasma, les télés plates et compagnie, on a eu, il y a fort fort longtemps du coup, des télés carrées, énormes, qui prenaient pas mal de place. Et Julie en avait une vraiment minuscule, mais en tout cas les vieilles télés qui grésillaient, qui prenaient de la place. Et en fait cette télé-là, un soir, elle a commencé à avoir des comportements un peu chelous systématiquement au moment où je passais à côté ou alors quand je dormais à côté. C'est-à-dire que elle pouvait s'allumer et s'éteindre sans qu'on ait appuyé sur le bouton. Alors je sais plus s'il y avait une télécommande à l'époque, il me semble pas. Après c'était il y a longtemps donc peut-être que je me trompe. Mais normalement il fallait appuyer directement sur la télé pour monter le volume, changer de chaîne, etc. Autant vous dire que techniquement, si on n'appuyait pas sur le bouton, elle n'était pas censée s'éteindre, s'allumer, monter ou baisser le volume toute seule. Ça a été un des premiers événements. Et un soir, après que cette télé ait fait ça plusieurs fois, on commençait un peu à s'habituer, on en rigolait un peu toutes les deux, on se disait ah bah trop bizarre. Il y a eu un soir où j'ai fait un cauchemar tellement puissant, où je rêvais en fait que quelqu'un était en train de m'étrangler, que dans la vraie vie, je m'étouffais réellement. Et c'était tellement fort et tellement réel que mon étouffement a réveillé Julie. Elle a paniqué, elle m'a secouée dans tous les sens pour me réveiller en me disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, dans mon rêve, en fait, je visualisais quelqu'un qui était littéralement en train de m'étrangler et je m'étouffais. C'est horrible comme rêve. Vous savez, le genre de rêve tellement réel, en fait, que votre corps, il réagit vraiment de manière, en fait, comme si c'était réel, tout simplement. Et je sentais, en fait, j'ai toujours senti dans son appart qu'on n'était pas toute seule. Encore une fois, je voulais pas l'effrayer,
on n'en avait jamais trop parlé et du coup, vu le rêve que je venais de faire, je me suis sentie un petit peu obligée de commencer à lui en parler doucement et à lui dire: «Écoute, je sais pas si tu crois ou si tu crois pas, mais sache que dans l'appart, j'ai tout le temps la sensation qu'on n'est pas toute seule. Je me sens observée, je me sens scannée, je me sens analysée, suranalysée en permanence. Et je sais de quels endroits ça vient dans l'appart. On était sur un studio qui n'était pas non plus immense, mais je savais à chaque fois dans quel angle ça venait, etc. Contre toute attente, elle me dit: Bah écoute, je sais pas trop quoi te dire, mais moi j'ai toujours eu l'impression d'avoir une bonne étoile avec moi. Et j'ai l'impression que c'est ma grand-mère que j'ai pas eu la chance de connaître. Alors on s'entend que vu le cauchemar que je venais de faire, on n'était clairement pas sur la grand-mère, on était clairement pas sur la grand-mère. Mais en tout cas, elle avait toujours eu cette sensation d'être, protégée de cette fameuse grand-mère qu'elle n'a pas eu la chance de connaître. Et de là, quand j'ai vu qu'elle était quand même ouverte à ça et qu'elle, elle avait l'impression d'avoir, toujours, cette bonne étoile un peu omniprésente, on a commencé à être plus à l'aise, à se dire, bah, que quand il se passait des événements paranormaux, on disait: «Ah bah, c'est mamie c'est mamie qui est là». Le fait de le nommer aussi, je pense que ça nous faisait peut-être moins peur, mais moi je sentais qu'il y avait pas que mamie qui était là, quoi. Les semaines ont passé, j'ai continué de sentir des choses, mais après encore une fois, je voulais pas l'alerter systématiquement. Même si elle était quand même restée, hyper ouverte à tout ça. Et en fait, au moment où elle me parle de Bonne Étoile, quelques semaines peut-être plus tard, on a failli littéralement mourir toutes les 2 asphyxiées. Parce que, pour une raison X ou Y, en fait, on finissait souvent très tard nos projets artistiques parce qu'on n'était pas les plus organisés de la classe et qu'on avait tendance à s'y mettre la nuit, la veille pour le lendemain. Et en fait, Julie avait laissé allumer les plaques de réchaud qu'elle avait, comme les espèces de plaques de camping, vous savez, il y avait, je crois il y avait 2 plaques et dessus elle avait laissé donc les plaques allumées et par-dessus les tupperwares en plastique. On s'est couché, on n'a pas fait gaffe. Moi à cette époque-là, je n'avais absolument pas d'odorat, je me suis fait opérer au Québec, des années après. Je me suis fait opérer pour ces problèmes respiratoires-là, donc à cette époque-là, si l'appart brûlait, c'est pas l'odeur qui allait me réveiller parce que de toute façon, je n'avais absolument pas d'odorat. Ce qui m'a réveillée, c'est dans mon sommeil, il y a quelqu'un qui est venu me dire: «Réveille-toi, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te réveilles, réveille-toi». Ça m'a réveillée et je crois que Julie s'est réveillée au même moment d'ailleurs. Alors je me souviens plus si on avait fait le même rêve, si elle s'était réveillée à cause de la fumée ou de l'odeur, mais toujours est-il que il faisait une chaleur à crever dans cet appart à cause justement des plaques qui étaient toujours allumées, le plastique avait fondu, donc il y avait une espèce de fumée noire dans l'appart. Il a fallu qu'on rampe littéralement au sol pour aller ouvrir. Elle avait une espèce de puits de lumière au plafond. Enfin, pas un puits de lumière, mais une fenêtre qui pouvait s'ouvrir au plafond. Mais elle avait des toutes petites fenêtres carrées accessibles directement au sol. Et on a pu ouvrir toutes les fenêtres et après on a pu aller éteindre toutes ces plaques, etc. Je pense qu'on a eu vraiment peur ce soir-là. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment peur et je pense que Julie aussi, elle s'en souvient probablement. Moi, je peux pas parler au nom de Julie, mais je peux vous dire que moi, j'ai senti qu'on nous avait protégés et sauvés ce jour-là. Parce que si, dans mon rêve, on m'avait pas dit de me réveiller, alors ceux qui n'y croient pas me diront peut-être c'est ton inconscient, t'as senti la chaleur, peut-être. Que ce soit mon inconscient ou que ce soit une tierce personne qui, comme l'a mentionné Julie, était peut-être probablement sa grand-mère slash sa bonne étoile, qui que ce soit, en tout cas ce jour-là, je suis convaincue qu'on nous a quand même sauvé la vie. On a été sauvés d'ailleurs plusieurs fois. Il y a eu une autre anecdote que j'aimerais vraiment vous raconter en présence de Julie, qui sera probablement pour un autre épisode, mais bref. Tout ça pour vous dire que il y a eu cette fois-là. Ça s'est calmé pendant plusieurs semaines. Moi, je ressentais encore et toujours qu'il y avait une présence, mais comme je vous l'ai dit précédemment, on finit par s'habituer en fait. Et puis, un jour, on avait des cours de photo. La professeure de photo nous a demandé de faire un exercice assez simple en fait, de faire des photos. On était 3. Julie, notre amie Amandine et moi-même. On a décidé de faire les photos chez Julie et donc les photos, on les a fait au même endroit avec 3 lumières différentes, mais pour chaque personne. C'est-à-dire que j'ai fait mes photos avec une lumière un peu tamisée, une lumière d'halogène, une lumière à la bougie, une lumière de salle de bain. C'était pour vraiment nous faire travailler la lumière. Mais toutes les 3, on a fait les mêmes photos au même endroit avec les 3 types de lumières différentes. Et pourtant,
il n'y avait que sur les photos de Julie, sur sa tête, qu'il y avait systématiquement, mais systématiquement, un halo lumineux bleu. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu s'expliquer, puisque encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a vraiment fait les photos au même endroit. Donc c'était toujours le même angle, toujours les mêmes lumières, mais il n'y avait que Julie qui avait ce halo lumineux sur sa tête. C'était systématique. Il y en a même une où il y avait ce fameux halo, et en arrière-plan, on avait un bout du rideau de douche. Et je vous promets que dans le rideau de douche, il y a une forme qui apparaît, alors avec les plis du rideau, etc., hein, mais... Et ça faisait vraiment la forme d'un visage, et moi j'avais trouvé ça terrifiant. Et on avait demandé à la prof de photo pourquoi il y a toujours un halo lumineux. Est-ce que ça vient de l'appareil photo? Est-ce que c'est... Et puis on a essayé, Amandine comme moi, hein, on avait essayé à l'époque de prendre les photos. Ça ne changeait rien. C'était systématiquement sur Julie. Et la prof de photo n'a pas pu nous donner d'explication. Même elle, elle était quand même un peu surprise du résultat en fait. Du coup, ces photos, étant donné que la prof de photo elle-même n'arrivait pas trop à nous donner d'explication, moi j'avais décidé de les montrer à une amie médium de la famille. Et la première réaction qu'elle a eue, ça a été de nous dire bah oui, bah c'est sa grand-mère qui veille sur elle en fait. Et je me souviens de la tête de Julie qui m'a regardée en mode qu'est-ce qui se passe encore avec mamie? Encore une fois, on lui a absolument pas raconté, elle connaissait pas Julie, elle connaissait pas son histoire de famille. Elle avait absolument aucune info, juste en se basant sur la photo, elle nous a tout de suite dit: «C'est sa grand-mère». Donc nous, on a continué, notre petite vie en se disant: «Bon bah OK, bon bah c'est mamie qui est là». Alors, je vous épargne, il y a eu tellement d'anecdotes en fait. Il y a eu les épices, un jour on est parti et ces épices de cuisine, ont été rangées dans des places différentes. D'ailleurs Julie m'avait dit: «C'est toi qui as rangé les épices?» Je sais plus si c'était par ordre de couleur ou alphabétique, je sais plus. Je lui ai dit: «Non mais ça va pas ou quoi?» Enfin vraiment, s'il y en a bien une qui range pas entre nous 2, c'est bien moi. Et je sais que c'était pas Julie qui les avait rangées comme ça, parce qu'elle les rangeait pas comme ça. Donc il y avait eu, l'histoire des épices, il y avait toujours cette fameuse, télé, qui faisait des trucs chelous. On a fini par s'habituer et on s'est quand même dit: «Bon, il y a quand même des trucs bizarres dans cet appart en vrai». Au-delà de juste, de mamie, je me souviens qu'on entendait des bruits bizarres à côté de son appart. On s'était mises devant la porte, c'était pas un appart qui était collé à son appart à elle, c'était comme une sorte de... On n'a jamais trop su, peut-être de placard. C'était super, super bizarre. Et on entendait comme des respirations fortes, mais on n'entendait que ça. On n'entendait rien d'autre comme bruit. Alors évidemment, comme on n'a jamais su ce que c'était, ça a laissé place à notre imagination fois 1000, mais on s'est dit que de toute façon, dans tout l'immeuble, il y avait quelque chose de bizarre. Et en faisant quelques recherches, puisqu'on est quand même sur une des places principales en fait de Lyon, on a découvert que l'immeuble dans lequel elle vivait a été construit sur le terrain de l'ancien hôpital de la Charité de Lyon. Donc un bâtiment qui est construit sur un ancien hôpital, énergétiquement, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir un dessin pour comprendre que le terrain peut être extrêmement chargé en énergie tout simplement. Quelques années plus tard, Julie a déménagé à Saint-Étienne. On avait fini nos études, elle est partie se rapprocher en fait du travail qu'elle avait trouvé en agence. Et donc elle a déménagé dans un premier appartement à Saint-Étienne, qui était très chouette. Et quelques années plus tard encore, elle a acheté un appartement. Et c'est là qu'il s'est passé encore pas mal de choses dans cet appartement. Déjà, quand je suis arrivée dans cet appart, donc elle l'avait acheté, je suis arrivée, elle l'avait déjà acheté, je suis venue pour l'aider à faire ses travaux. Il était sur 2 étages, il était vraiment magnifique, dans un très bel immeuble. Malgré tout, je sentais qu'il y avait quelqu'un dans cet appartement. Je savais que c'était un homme, probablement d'un certain âge, et qui nous observait énormément. Et je peux vous dire que je ne voulais jamais rester seule à l'étage, et j'en ai encore des frissons. J'avais toujours peur quand on montait ou descendait les escaliers, j'avais l'impression que quelqu'un allait systématiquement nous pousser. Et il y a un autre endroit dans l'appart que vraiment j'aimais pas, c'était l'endroit qui était vers la cheminée. Évidemment, Julie m'a posé la question: «Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a des trucs?» Et je lui ai dit: «Écoute, moi je suis assez mal à l'aise dans cet appart, bien qu'il soit magnifique et tout, c'est pas grave, on va faire des travaux, on va voir». Elle, elle se sentait pas spécialement à ce moment-là.
Donc comme il y avait que moi et que de toute façon il y avait que elle qui vivait dans cet appart, l'important c'était que elle s'y sente bien et voilà. On a commencé à faire les travaux et un jour, donc je suis restée je crois 2 semaines, ou en tout cas pendant 3 semaines j'étais chez elle où je faisais les allers-retours à Lyon pour l'aider justement à faire la peinture, poncer les poutres apparentes, ce genre de choses. Et dès les tout premiers jours, en ponçant dans la chambre d'amis si je dis pas de bêtises, on a découvert des bijoux. Et là déjà pour moi c'était pas bon signe parce que les bijoux c'est des objets qui sont extrêmement personnels. Ils étaient cachés en plus en hauteur, donc probablement que les personnes qui avaient vécu là avant n'avaient pas spécialement envie qu'on les trouve. Ils étaient tellement bien cachés que eux-mêmes les ont oubliés probablement. Donc j'ai tout de suite dit à Julie, ça on y met direct dans une enveloppe et il faut absolument retrouver le propriétaire et les rendre. Et c'est là que Julie m'explique qu'en fait, tout l'immeuble appartient à une seule et même famille, et que le seul appartement, du coup, qui a été vendu à ce moment-là, qui n'appartient plus à la famille, c'est celui qu'elle vient d'acheter. Donc, tout l'immeuble appartient encore une fois à une seule famille, sauf l'appartement de Julie. Donc je lui ai dit, écoute, vu que les propriétaires apparemment, t'as l'air de les connaître, tu mets ça dans une enveloppe et tu leur rends. Tu leur dis, voilà, on a trouvé ça, je sais pas si c'est à vous, mais en tout cas, on vous les rend. Parce que clairement, on ne veut pas de ça. Et à ce moment-là, je sais plus avec qui elle a eu cette conversation, mais probablement avec un des enfants, ou un descendant en tout cas du propriétaire, qui lui explique que l'appartement qu'elle a acheté, c'est l'appartement initial du propriétaire, du grand-père, qui vivait dans l'appartement de Julie en fait. Donc déjà là, on se dit ah, peut-être que le grand-père, il est pas si content en fait que son appart ne soit plus dans la famille. Parce que clairement, Julie, c'était une étrangère à cette famille. Donc s'il était toujours dans l'appart, comme moi j'avais senti un homme en arrivant, je commence à raccrocher les wagons et à me dire ok, je comprends mieux pourquoi je me sens aussi mal à l'aise et aussi observée dans certains endroits. En fait, c'est ça, ce malaise permanent que je sentais. Et que, Dieu merci, Julie ne sentait pas, mais que elle a fini par ressentir parce qu'il y a des événements dont je vais vous parler qui se sont amplifiés et qui l'ont attaquée physiquement. Avant qu'on en arrive à cette attaque physique, il s'est passé plusieurs choses. À la fin des 3 semaines, les travaux sont finis, en grande partie, c'est meublé, ça y est, elle est enfin bien installée. On arrive enfin plus ou moins à bout de cet escalier. Je rentre à Lyon. Et un des événements les plus improbables et je pense traumatisants qui a débuté une longue série, c'est ce fameux jour où elle est chez elle dans cet appartement, on vient de finir les travaux, vraiment je sais pas c'était pas le soir même, mais c'était quelques jours après. Elle est chez elle et le restaurant qui est en fait au rez-de-chaussée de l'immeuble prend feu à cause d'une panne, enfin pas d'une panne, mais d'une friteuse. Je sais plus ce qui s'est passé en termes électriques, mais en tout cas bref, la friteuse a pris feu, ce qui a foutu le feu au resto et ce qui a foutu le feu à l'immeuble. Donc en fait, Julie, si je ne dis pas de bêtises, a dû descendre via l'échelle des pompiers, qui sont venus la chercher directement. Il me semble pas que le feu ait réussi à atteindre à l'intérieur de chez elle, mais par contre les flammes et la fumée ont vraiment détruit tous les travaux qu'on avait faits. C'est-à-dire que les murs de Julie qu'on venait de peindre en blanc, avec lesquels on avait passé des semaines à faire des travaux, tout était littéralement parti en fumée, dans le sens où tous ces murs étaient complètement noirs, tout son mobilier avait été attaqué en fait par la fumée littéralement. Donc après ça a été long, mais il a fallu faire jouer les assurances, tout ça, elle pouvait plus y habiter pendant un certain temps, enfin bref. Donc ça a commencé comme ça, donc d'abord les bijoux, l'immeuble qui prend feu, même si effectivement l'appartement de Julie n'a pas pris feu, encore une fois, Dieu merci, mais a été impacté vraiment quelques jours après qu'elle était enfin bien installée. Boum, ça prend feu. Il faut tout refaire, tous les travaux, toute la peinture, tout. Donc bref, les assurances, comme je vous l'ai dit, ont pris les choses en main. Et puis après, il y a eu d'autres événements qui se sont ajoutés. Et elle a commencé vraiment à pas se sentir chez elle, à sentir que, effectivement, par exemple, quand elle était dans le canapé face à cette fameuse cheminée, elle se sentait pas super bien. C'est-à-dire qu'elle m'avait dit qu'elle devait se décaler un peu, comme si c'était pas vraiment sa place. Elle a commencé à vraiment avoir des ressentis très spécifiques jusqu'au jour où elle a vécu un événement extrêmement choquant, où elle a senti qu'on l'attrapait par le bras. Elle a eu comme une sorte de trace de main sur l'avant-bras, comme si vraiment on voulait qu'elle parte
Je sais plus ce qui avait déclenché ça, mais vraiment une trace de main, comme une brûlure. Il y avait vraiment une trace. Et de là, elle a eu tellement peur qu'elle m'a appelée et elle m'a dit « Je m'en vais, je ne peux plus rester dans cet appartement. Ce n'est plus possible. » Et ce soir-là, je lui avais dit « Écoute, prends la voiture, viens dormir à Lyon. Pas de problème, il est tard, je reste éveillée jusqu'à ce que tu arrives, aucun souci. » J'avais prévenu mon conjoint de l'époque. Bref, pas de problème. Elle n'a jamais pu quitter Saint-Étienne. Ce soir-là, Saint-Étienne était absolument complètement barricadé de tous les côtés par des flics, en fait, qui cherchaient potentiellement probablement quelqu'un et qui ne laissaient personne sortir. Et il me semble qu'elle avait fini par payer une chambre d'hôtel, une espèce de Formule 1 ou je sais plus trop quoi là, et elle n'a jamais pu nous rejoindre. Après cet événement-là, vous imaginez bien qu'elle avait plus du tout envie d'aller dans l'appart toute seule, donc elle avait demandé à des amis de l'accompagner, des amis qui ne croyaient pas à tout ça, et pourtant, qui au moment de rentrer dans l'appart pour aider Julie à récupérer des affaires, tout le monde s'est dégonflé, plus personne ne voulait rentrer dans l'appart. Alors est-ce que c'est les histoires qui ont fait flipper tout le monde? Est-ce que l'énergie était tellement, pas forcément malveillante, mais en tout cas tellement en colère, je pense, que on n'avait plus envie de rentrer dans l'appart. Vraiment plus. À tel point que cet appart, j'avais demandé à mon père d'y aller, et il y a un géobiologue, je sais plus c'est quoi le terme. Bref, ils y sont allés tous les deux pour essayer de nettoyer la mémoire des murs et de libérer les énergies qui étaient beaucoup trop lourdes, qui a fait qu'ils ont réussi quand même à apaiser un petit peu les énergies ou l'âme qui était là. Mais pour y être retournée après de nombreuses fois, je peux vous garantir que on était toujours observés. On n'était jamais 100% toute seule. Il y avait vraiment une répétition de trucs un peu bizarres. Et je lui disais, je pense vraiment qu'il faut que tu t'en ailles. Mais pas juste de cet appartement, de cette ville. Parce que même professionnellement, il commençait à se passer il y a eu des enchaînements d'événements qui ont fait que, et c'est comme si la vie entière lui disait, il faut vraiment que tu te casses de là. Quand la vie vous envoie des signes et que là, tous les signes lui disaient de s'en aller, de son appartement jusqu'à son travail, jusqu'à certains de ses potes, c'était vraiment l'enchaînement de l'enfer qui a fait que elle a fini par partir et aujourd'hui elle ne vit plus à Saint-Étienne depuis plusieurs années maintenant. Elle est partie s'installer du côté d'Angers et il y a encore eu des événements paranormaux. Je pense qu'une fois qu'on est ouvert et sensible à ça, on est capable de ressentir et de décrypter certaines choses. Je me souviens qu'elle m'avait raconté un autre événement qui s'était passé avec la Amandine dont je vous ai parlé tantôt. Elles ont fait le même rêve d'un enfant fantôme, on va dire ça comme ça, qui était dans l'appart. Elles ont fait toutes les deux ce même rêve la même nuit. Et quand elles se sont réveillées le matin, toutes les portes du buffet à hauteur d'enfant, justement, étaient ouvertes. Alors que la veille, elles ne l'étaient pas, bien évidemment. Enfin voilà, j'avais envie de vous raconter tous ces épisodes aussi pour vous faire comprendre que il y a des événements qui peuvent avoir lieu de tellement de manières différentes, que ce soit des objets qui ont bougé de place, que ce soit juste un ressenti, une intime conviction de pas être seule dans une pièce. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il ne vous aura pas fait peur. Encore une fois, je veux surtout pas vous le raconter en mode thread d'horreur. Il y a énormément de créateurs de contenu qui font ça très bien. Si vous avez envie de vous faire flipper ou de vous mettre dans cette ambiance, il y en a plein qui font ça très bien. J'essaie vraiment de vous le raconter comme ça s'est passé et comme je m'en souviens encore très bien aujourd'hui, comme je l'ai vécu et comme on l'a vécu à deux. Mais le but, encore une fois, c'est vraiment pas de vous faire peur, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, ça fait partie du quotidien de plein de gens. C'est pas une question de don ou quoi que ce soit, c'est souvent, encore une fois, que la parole est pas 100% libérée sur ces sujets-là. Il y a encore beaucoup de tabous. Et la phrase qui revient systématiquement dans tous les épisodes où les gens viennent témoigner au micro du Lumi, souvent c'est «j'avais peur d'être prise pour une folle ou pour un fou». Et même moi, la première. Quand j'ai eu cette idée de lancer Lumi, je me suis vraiment dit «on va me prendre pour une dingue». Mais tout ça pour vous dire que si jamais vous vivez ce genre d'événement, sachez que vous n'êtes pas seul. On peut s'en parler sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir m'écrire en message privé. Je veux juste terminer cet épisode en vous disant, encore une fois, vous n'êtes pas fou et surtout, vous n'êtes pas seul. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous avez pas idée d'à quel point ça soutient le projet, à quel point ça me motive et à quel point ça donne de la force à ce projet. On va se le dire, les statistiques, c'est hyper important aussi pour faire grandir le projet. Donc, si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, lâchez-vous sur les commentaires, lâchez-vous sur les likes, lâchez-vous sur les abonnements. Vraiment,
Ça donne beaucoup de force, ça soutient énormément le projet et franchement, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires aussi, on va se le dire. On se retrouve le mois prochain pour un tout nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve sur les réseaux. À bientôt!